Bonjour à tous et toutes et tous. Ça me fait bien plaisir de me retrouver une fois de plus à la bibliothèque d'Erich Clair à Bruxelles pour vous parler aujourd'hui d'une grande dame de la littérature américaine, Edith Wharton. Edith Wharton, née Edith Jones Stevens, née au sein de l'une des plus vieilles familles new-yorkaises en 1862. Parmi les familles les plus éminentes de l'époque que l'on appelle Gilded Age, l'âge d'or, la bonne société, entre guillemets, société riche, conservatrice, tout sauf intellectuelle, dont les membres passaient leur temps à courir les dîners, les balles, l'opéra, la chasse, le polo, enfin ce genre de choses. Je vois des sourires chez certains d'entre vous qui s'imaginent peut-être dans cette situation. Enfin bon, voilà. Famille donc très aisée. L'argent de la famille provenait en grande partie de revenus d'un gros patrimoine immobilier, famille de banquiers aussi, d'avocats, de gros marchands. Le grand-père avait été un marchand, un gros marchand dans la marine des Indes. Dans l'une de ces trois biographies, Edith Wharton, elle a écrit trois biographies, dont une ne sera jamais publiée, à part quelques fragments. Une autre publiée, mais expurgée pour les passages un peu trop intimes. Mais celle que tout le monde, les spécialistes de Wharton connaissent bien, est intitulée Les chemins parcourus, publiée en 1933. Donc 4 ans seulement avant sa mort en 1937. Et on trouve en exergue au chapitre 1 une citation des épigrammes vénitiennes de Goethe qui, à mon sens, résume bien ce qu'elle pensait de cette société dans laquelle elle a évolué et finalement ce qui est un peu le fil rouge de l'ensemble de son œuvre. Je vous livre la citation en question. « J'ai connu une bonne société, on l'a dit bonne lorsqu'elle ne présente pas la moindre possibilité de poésie. » Ça semble assez clair. Âge d'or, oui, mais la guerre de sécession 61-65 était là, ou proche. La vie était moins chère en Europe qu'aux États-Unis, étant donné qu'il y avait eu, à cause de cette guerre, une dévaluation de la monnaie américaine. Et donc, dans ce genre de famille, il fallait sauver les apparences. Beaucoup des parents, beaucoup d'amis avaient déjà entamé de longs séjours en Europe où la vie était donc moins chère. Et la famille Jones Stevens décide de faire pareil. Ils partent pour l'Europe où ils resteront 6 ans. Ils voyagent en France, ils voyagent en Italie, ils voyagent en Espagne, en Angleterre, en Allemagne. Ce sera pour Edith une période tout à fait déterminante. En effet, à son retour à New York, la jeune Edith, qui avait été éblouie par tout ce qu'elle avait vu lors de ses voyages, trouve la ville de New York affreusement laide et elle s'y sentira toujours étrangère. Elle deviendra ce qu'elle appellera plus tard wretched exotic, à savoir une plante exotique ne pouvant s'enraciner ni d'un côté ni de l'autre de l'Atlantique. Nous verrons qu'elle va voyager énormément en Europe avant d'ailleurs de s'installer définitivement en France. C'est une petite fille qui adore se promener, qui adore nager, qui adore courir, faire du cheval, du bateau, qui adore les chiens, assez timide, très tôt amoureuse des mots. Même avant de savoir lire, elle voulait toujours avoir un livre sur les genoux et elle inventait des histoires à voix haute.
Sa mère, Lucretia, une femme mondaine, assez autoritaire, la plus élégante de New York, disait-on à l'époque, forte personnalité, lui dit un jour, je cite, « Edith, viens prendre le thé avec les petites filles. » Réponse d'Edith, « Non, je dois inventer. » Inventer. Elle raconte que c'est en découvrant les contes de l'Alhambra de Washington Irving, un volume probablement ramené d'Espagne, que cela a commencé. Elle ne savait pas lire, elle tenait même le livre à l'envers, mais en tournant les pages, son imagination s'enflammait. C'est son père qui lui a appris l'alphabet, avec force, patience, et puis un jour, elle déclara qu'elle savait lire. Et oui, elle savait lire. Elle avait souffert, elle avait contracté la typhoïde un peu plus jeune et était restée une enfant extrêmement fragile. Et donc, elle n'allait pas à l'école. C'était une éducation qui se donnait à la maison. À l'époque, il y avait tendance à considérer que les enfants ne devaient pas être mis sous pression à étudier ce qui ne les intéressait pas. Et donc, elle restait à la maison. Elle adorait la solitude de la bibliothèque de son père. Le père n'était pas un grand intellectuel, mais il était de bon ton à l'époque d'avoir une imposante bibliothèque, et celle du papa comptait environ 800 volumes, et donc c'était pour elle un régal. Je l'ai dit, c'était une famille qui était loin d'être intello, comme la plupart des personnes de cette bonne société, mais les parents ont toujours été extrêmement scrupuleux par rapport à la rigueur du langage employé par leurs enfants. Un grand respect pour l'anglais parlé. En fait, les parents eux-mêmes avaient eu des précepteurs anglais, et certains membres de la famille de la mère avait étudié à Oxford et à Cambridge. Adolescente, même si elle devait demander la permission à sa mère pour lire des romans, elle en cachait très souvent, elle lit frénétiquement dans cette fameuse bibliothèque que j'ai évoquée, notamment l'écrivaine anglaise George Eliot. On retrouvera dans certains de ses romans, notamment dans Le temps de l'innocence, cette référence culturelle. L'un des personnages principaux, Newland Archer, fait référence à l'un de ses célèbres romans de George Eliot, Middlemarch, à plusieurs reprises. Elle lira aussi les philosophes, elle va lire Spencer, elle va lire Darwin, elle va lire aussi un essai de l'économiste Thorstein Veblen, qui avait publié en 1889 un ouvrage, un essai qui avait fait pas mal de bruit, intitulé Théorie de la classe de loisirs. Alors en substance, qu'est-ce que c'est? C'est l'idée que les individus ont tendance à désirer des biens dont le prix élevé fait toute la valeur, et dont le prix n'a souvent rien à voir avec la vraie valeur, la valeur intrinsèque du bien en question. C'est ce que l'on appelle la consommation ostentatoire, vouloir telle œuvre d'art, des vêtements de marque, des voitures de luxe, de course, etc. Et donc pour Veblen, la société qui pratique ce genre de consommation ostentatoire et dont les membres ont une activité non pécuniaire est en quelque sorte héritière de la société féodale. Il démontre ça très bien, et c'est ce type de société de loisirs, ce type de société qu'Edith Wharton va mettre sous sa loupe. À cette époque, dans cette société, les filles étaient éduquées pour devenir débutantes, puis épouses, puis mères, bien entendu, pas pour écrire. Et donc, Edith, qui se passionne, comme je vous l'ai dit, très vite pour les mots, et très jeune aussi pour l'écriture, j'y viens, c'était un être étrange à mettre sur le marché, parce que c'est bien comme ça qu'il faut dire. Ce qui l'intéressait, c'était l'écriture et pas le bal et la recherche d'un beau parti, d'un mari. Toute jeune, elle écrit encore.
sur le moindre petit bout de papier qui lui tombe sous la main. Notamment, il y avait des emballages bruns qui jonchaient certaines pièces de la maison lorsque la maman recevait régulièrement des colis, des paquets venant de Paris, du grand couturier Worth. Et donc on a retrouvé des petits textes écrits sur ces emballages bruns. Et un jour, elle fait lire une petite nouvelle à sa mère, qui débutait ainsi. How do you do, Mrs. Tompkins? Comment allez-vous, Mrs. Tompkins? If only I had known you were going to call, I should have to tidy the drawing room. Donc, si j'avais su que vous alliez rendre visite, ben, j'aurais fait nettoyer le petit salon. Réponse sèche de la mère. Drawing rooms are always tidy. Les salons sont toujours nets, sont toujours propres. Pas très encourageant, de quoi décourager les plus motivés, évidemment. Mais elle poursuit. Elle écrit des poèmes aussi, qui vont être publiés dans la prestigieuse revue The Atlantic Monthly, à l'époque, qui était une revue culturelle, qui existe encore aujourd'hui, mais qui est beaucoup plus généraliste, disons. Et donc vers 15-16 ans, grâce à encouragée par son frère et financée quand même par sa mère, elle a une publication de quelques poèmes dans cette revue. Bien sûr, elle est encouragée, elle écrit d'autres nouvelles, des pièces de théâtre, mais l'Europe lui manquait. Elle ne cesse d'insister auprès de son père pour lui demandant quand allons-nous retourner en Europe, mais c'était très cher. Lorsque les médecins disent au père qui était plutôt souffrant, un conseil, ce serait de quitter l'Amérique pour un temps et d'aller en Europe. Elle, bien entendu, pour l'hiver en tout cas, elle est aux anges, même si c'est pour une mauvaise raison familiale. Et donc, la famille part pour Londres, elle visite les musées, éblouissement à la National Gallery notamment. Puis ce sera Hambourg, ce sera Venise, ce sera Florence, Cannes, où le père meurt. La famille doit alors rentrer à New York. Nous sommes à ce moment-là en 1883-84, 2 ans plus tard, en 85, elle va se marier à l'âge de 23 ans, ce qui est tard pour une jeune fille de bonne famille à l'époque. Elle épouse Teddy Wharton, qui est issu de la bonne société bostonienne, son aîné de 12 ans. La veille du mariage, elle demande à sa mère de l'éclairer sur les choses de la vie. La mère répond dans un froissement de jupon. « Don't ask me these ridiculous questions, you've seen the statues. » Ne me pose pas ces questions ridicules, tu as bien vu les statues. N'empêche que elle interdit la chambre à coucher à son mari pendant 2 semaines. Et sur ce plan, ce sera un désastre tout au long. Mais ils ont des goûts communs. Les petits chiens, je vous ai dit qu'elle aimait les petits chiens, toute petite, et ben lui, elle lui fait partager sa passion des petits chiens, les promenades, le bateau, etc. Ils vont s'installer à Madison Avenue. Elle va lui communiquer son goût des voyages et plusieurs mois par an, ils voyagent en Europe. L'héritage d'un cousin vient bien à point pour financer tout ça. Tout au long de leur vie commune, qui va quand même durer 23 ans, ils vont beaucoup voyager. La France, bien sûr, c'est une échappatoire, elle parle français couramment, et pour elle, c'est la civilisation, c'est la vie intellectuelle. Chaque printemps aussi, c'est l'Italie. L'Italie, à la découverte d'une nouvelle région chaque année, avec une préférence pour des endroits offrant de beaux exemples d'architecture italienne du XVIIe et du XVIIIe siècle. Pourquoi? Quelle est l'origine de cet intérêt? En fait, elle avait posé pour un ami de son mari à Paris. Elle s'ennuyait fermement,
Donc elle regardait autour d'elle et à un moment donné, elle remarque un fauteuil qui lui semble différent, plus libre dans ses contours, plus personnel dans le mouvement. Elle s'interroge, elle s'informe et elle apprend que ce fauteuil était d'origine vénitienne du XVIIIe siècle. Ça va être le début d'une véritable passion pour le XVIIe et le XVIIIe vénitien, italien et vénitien en particulier. Elle va écrire plusieurs ouvrages sur l'architecture et les paysages italiens, Villas et jardins d'Italie, Italy and Aesthetics notamment, et d'autres. Toujours grâce à feu son cousin, ils vont acheter une maison à Newport, dans l'état de Rhode Island, et avec l'aide d'un jeune architecte qui n'était pas très connu à l'époque, mais qui le sera grâce à leur collaboration, un certain Ogden Codman, ils vont décorer la maison. À l'époque, la notion de décoration intérieure n'existait pas. Les architectes dédaignaient ce domaine, le considéraient comme une branche de la couture, laissant le travail aux tapissiers, les rideaux, les velours, les bibelots, ce genre de choses. Et Codman, lui, avait la même vision qu'Edith, à savoir la simplicité. Et cette philosophie, je dirais, suivant laquelle l'intérieur d'une maison fait autant partie de sa structure organique que l'extérieur. Et de cette œuvre commune va naître l'idée de rédiger un livre en commun. Edith écrit, mais bon, Edith, la littéraire, n'était pas, bon, l'écriture, description d'architecte, décoration, c'était pas vraiment sa tasse de thé, et donc elle sera relue par un ami qui va devenir l'ami de toujours, un certain Walter Berry, pour la clarté, la précision du texte. Il continuera d'ailleurs par la suite à la conseiller dans la rédaction de ses premières nouvelles. Cet ouvrage va être refusé dans un premier temps par l'éditeur Macmillan. Elle va se tourner vers le Scribner's Magazine, magazine très connu, qui avait déjà publié quelques-uns de ses poèmes, et il publie The Decoration of Houses en 1897-98. Ce livre va devenir une référence en matière de goût dans le domaine. Ça va faire du bien à Edith parce que, vu qu'elle vivait dans un milieu pauvre intellectuellement, elle souffrait de sévères crises de dépression, elle était soignée pour ce que l'on appelait hystérie féminine. Et là, c'est la libération. Elle sort de sa torpeur. Elle va désormais, elle va rencontrer des gens qui vont partager ses intérêts, d'autres écrivains. Elle avait déjà rencontré Paul Bourget à Paris, qui va devenir également un ami, qui lui reprochait de mener une vie stérile, une vie frivole dans le cercle d'amis de son mari. Et un autre ami, Egerton Winthrop, va convaincre son mari d'aller passer quelque temps, chaque année, quelques semaines à Londres pour qu'elle puisse faire des rencontres intéressantes. Ce qu'ils font, mais son mari s'ennuyait ferme à Londres et ils reprennent très vite l'habitude d'aller plutôt en Italie. Toute une série de voyages dont devait sortir en 1902 The Valley of Decision, le titre en français Les amours d'Odon et Fulvia, premier roman italianisant, le titre l'indique. J'y reviens dans un instant. Ils font construire une maison à Lenox, une maison dans le Massachusetts, la vraie campagne, où Edith va retrouver 6 à 7 mois de l'année ses joies d'enfant. Il donne au domaine le nom du domaine de l'arrière-grand-père, The Mount. Une petite anecdote, la maison de décoration papier peint tissu, la maison française Casal,
tissu d'ameublement, avait recréé la décoration originale du boudoir sur base d'une photo datant de 1905, une toile de Jouy représentant une fable de La Fontaine, le meunier, son fils et l'âne. Et au début de la crise du Covid, les gestionnaires de la maison de Mount, devenue un musée, ont offert cette toile à une association sanitaire locale pour en faire des masques de protection. Cette maison, ce domaine, pour Edith, ça va être le paradis pendant 10 ans. Elle se partage entre l'écriture, le jardinage, le cheval, les promenades, etc. Mais ensuite, la santé de son mari va se détériorer, le domaine va devenir financièrement trop lourd et il sera vendu vraiment à son grand désarroi, à sa grande tristesse en 1912. Elle écrit. Je vous ai parlé de ce premier roman, Les Amours de Don et Fulvia. Un certain succès, mais l'Amérique excluait à l'époque, l'Amérique puritaine excluait à l'époque toute référence à la religion, à la politique, à l'alcool ou aux personnages efféminés que l'on pouvait retrouver dans ce texte. Et son éditeur et même Theodore Roosevelt s'en sont mêlés et lui ont conseillé vivement désormais de rester dans la ligne dans ses œuvres futures. Pour des raisons littéraires cette fois, Henry James, qui deviendra son grand ami, lui conseille de se concentrer plutôt sur ce qu'elle connaissait le mieux, à savoir la bonne société new-yorkaise, ce qu'elle fit en partie. Il l'exhorte à traiter le sujet américain. Il lui dit « Emparez-vous de lui, ce sujet, emparez-vous de lui, faites New York ». Et on retrouve dans une lettre, il y a une longue correspondance entre Edith et Henry James, et dans une lettre, elle écrit « Le destin m'avait planté à New York, et mon instinct de narratrice me conseillait d'employer le matériau à portée de main et qui m'était le plus familier. Maintenant, mon problème était de tirer parti d'un sujet, le New York élégant, qui, plus que tous les autres, semblait entrer dans une catégorie condamnée pour son manque d'intérêt. 3 petits points. La difficulté était d'extraire d'un tel sujet une signification humaine générale. La réponse était qu'une société frivole ne pouvait acquérir une signification dramatique qu'à travers ce que détruisait sa frivolité. Ses conséquences tragiques tenaient à son pouvoir d'avilir les personnes et les idéaux. Bref, la réponse fut mon héroïne, Lily Barth. Héroïne malheureuse du roman intitulé Chez les heureux du monde, publié en 1905. Et on peut dire que cette volonté exprimée dans cette citation, dans cet extrait de cette lettre que je viens de vous lire, elle l'a vraiment concrétisée et a porté cette volonté et ce sujet vraiment au sommet dans tous ces romans new-yorkais en particulier. Par rapport à Henry James, c'est un personnage vraiment très important dans sa vie. Elle l'avait rencontré à Paris en 1886-87 chez un éminent aquarelliste de l'époque, Édouard Bois, ami de son mari. Elle était très très intimidée à l'idée de le rencontrer. Elle revêt sa plus belle robe du couturier Doucet, un rose fané orné de perles pour paraître la plus jolie possible, pour avoir l'assurance de lui parler. Mais elle n'a pas le courage de lui parler. La deuxième fois, ce sera à Venise, en 1889. Où là, une autre rencontre est envisagée. Alors elle se dit, mais comment vais-je faire pour être remarquée cette fois? Alors elle arbore un magnifique nouveau chapeau. Elle se disait, elle sentait que si le maître, James, le trouvait séant,
qu'elle le sentirait, qu'elle aurait probablement cette fois le courage de lui parler et de lui parler, de lui transmettre son admiration pour les deux romans écrits à l'époque de James Daisy Miller et Portrait de femme, Portrait of a Lady. Rien de tout ça, ça ne marche pas non plus. C'est plus tard que la rencontre, la vraie rencontre va avoir lieu pour, je cite James, de plus en plus, j'adore la formule, de plus en plus ne jamais être éloigné. Comme ce premier roman se déroule en Italie, il y a bien entendu de nombreux détails de paysages, d'architecture, de mobilier, de portraits donc du XVIIIe italien. Et voilà que un an après, elle reçoit une commande pour un texte qui devait accompagner une série d'aquarelles de villas italiennes. Elle n'est pas encore vraiment connue comme romancière, mais elle va devenir une véritable experte en architecture italienne, et le manuel qu'elle écrira, Villas et jardins d'Italie, va devenir un manuel pour les étudiants en architecture et les jardiniers paysagistes, toujours lu aujourd'hui d'ailleurs. Alors, pour réaliser ce texte, le prétexte est merveilleux. Ils partent en Italie, notamment à Rome. Voyage de documentation qu'elle décrira absolument épuisant en train, mais pour une visite d'une villa près de Rome, elle est emmenée par un ami ambassadeur dans son automobile. Alors, de ce premier voyage en automobile va naître une véritable passion pour cet engin qui va donner naissance à des récits de voyages en automobile, tels que voyage au Maroc, qu'elle fera suite à une invitation du président Lyautey en 1917. À l'époque, les voyages au Maroc étaient rares. Avant ça, c'était la France en automobile, voyage à travers la France avec son mari auquel elle avait communiqué le goût des voyages, je l'ai dit, mais également la passion pour l'automobile, et parfois avec Henry James, notamment dans une Panhard Levasseur achetée à Londres, voyage in style. Elle insistait, selon Henry James, c'était un expensive fairy tale, un conte de fées particulièrement onéreux. Il y avait les serviteurs qui les précédaient, pour que tout soit parfait à l'arrivée. Les serviteurs en train précédaient, à l'arrivée à l'auberge, tout était prêt pour l'arrivée, pour la soirée. Pour rester un petit moment dans le domaine de l'automobile, donc Edith et son mari vont acheter, vont échanger, vont revendre toute une série d'automobiles qui portaient les noms d'écrivains célèbres comme Alfred de Musset, comme George Sand et bien d'autres. Grâce à cette passion pour l'automobile et le fait qu'il y avait ce domaine dans le Massachusetts, The Mount, ils vont faire de nombreux voyages en voiture dans le Massachusetts et dans le New Hampshire. Et c'est là que elle va découvrir de nombreux petits villages perdus dans la campagne qui seront le décor et l'inspiration de deux romans qui sont totalement différents des romans new-yorkais, Etam Frome, publié en 1911, et Été, je l'évoquerai un peu plus tard, en 1917, qui sont vraiment le résultat de ces explorations dans cette campagne en automobile. La vie à The Mount n'empêche pas, vous l'imaginez bien, les séjours à Paris. Elle va s'installer en 1907 rue de Varennes, va fréquenter les intellectuels, les artistes du faubourg, et c'est à cette époque qu'elle va rencontrer Morton Fullerton, un journaliste qui va déclencher en elle une passion dévorante. Ça se passe en 1908, c'est le début d'une liaison qui va durer 2 ans. Selon l'une de ses expressions, a handsome cat in a bounder, gueule d'ange mais vrai goujat.
En effet, séducteur en diable, pour elle, c'est vraiment, elle se découvre à 43 ans en tant que femme, elle croit en lui sur le plan littéraire, et il lui donne des conseils, elle lui donne des conseils, il est pour elle une sorte de muse au masculin, et d'autre part, elle voudrait faire de lui un écrivain célèbre également. Mais voilà qu'il la quitte pardon, brutalement. Elle est extrêmement blessée, elle lui demande de lui retourner ses lettres, mais je l'ai dit, un beau goujat, au lieu de les lui rendre, il les vend. Cette rupture va lui inspirer l'un de ses plus beaux poèmes, parce que elle est poétesse aussi, on le sait un peu moins. Un poème intitulé Terminus, évoquant leur dernière nuit dans un hôtel de Charing Cross à Londres, qui sera publié à titre posthume. Elle décidera de s'installer définitivement en France, dans une propriété qu'elle achète près de Paris. Puis ce sera hier, dans le Midi, où elle va s'éteindre en 1937, mais elle repose à Versailles. Un épisode important, c'est pendant la Première Guerre mondiale. Elle se montrera extrêmement active. Elle va sur le terrain, elle va collecter des fonds pour financer des hôpitaux, pour créer notamment l'American Hostels for Refugees, donc des endroits d'accueil pour les réfugiés américains. Donc il y aura des reportages en zone de guerre, des visites d'hôpitaux, je l'ai dit. Elle est furieuse, elle est honteuse, l'attitude vis-à-vis de la réticence des États-Unis à entrer en guerre. Elle recevra la Légion d'honneur et tous ces récits vont être collectés dans un recueil intitulé La France en guerre. C'était aussi une femme d'affaires extrêmement avisée. Elle avait une fortune personnelle en héritage. Ses œuvres aussi, bien entendu, les romans, les essais, les films, les pièces adaptées de ses écrits. Mais elle avait un volet assez matérialiste. Elle tenait très bien les cordons de la bourse. Elle vendait même les légumes extras qu'il y avait dans son potager de Paris aux voisins. Elle a toujours eu une relation ambiguë par rapport à l'argent. Par exemple, chez Les Heureux du Monde, dans ce texte, elle va vraiment montrer le pouvoir destructeur de l'argent sur ses personnages. Pour en venir à son œuvre proprement dite, l'œuvre new-yorkaise et les autres romans, en fait, tout au long de sa carrière, elle travaille sur une variété de projets en même temps. C'est bien entendu par ses romans qu'elle va se faire connaître. Souvenons-nous, après la publication de ce premier roman italianisant, Henry James lui avait conseillé d'écrire sur ce qu'elle connaissait vraiment, cette bonne société new-yorkaise. En fait, cette société formait une sorte de tribu. On les appelait les 400 familles. Et elle va disséquer ce tribalisme, parce que c'est vraiment ça, ce tribalisme. Elle va mettre en lumière l'âge d'or de cette société statique, dans un roman intitulé Le temps de l'innocence, qui se déroule dans les années 1870. Pour ce roman, elle va d'ailleurs recevoir le prix Pulitzer en 1921. Faut savoir que dans les années 1860, les années 1870, la société change. Dès 1980, on assiste à l'arrivée de l'avant-garde des grands financiers de l'Ouest, suivi de ce que l'on appelle les seigneurs de l'industrie de Pittsburgh. Et donc c'est un autre argent qui va débarquer avec les magnats de la finance, considérés comme très vulgaires. Et elle va à la fois, dans Le temps de l'innocence, montrer cette société
avec nostalgie cette ancienne société, avec des personnages masculins, notamment un certain Ralph qui va se débattre. Il doit abandonner sa profession, à savoir écrivain potentiel, pour se mettre à travailler, se lancer dans les affaires pour satisfaire les ambitions d'Ondine, de sa femme, qui, elle, au départ, venant d'un petit milieu de province, croit vraiment, comment dire, émerger parce qu'elle épouse quelqu'un de cette fameuse bonne société, mais va se rendre compte que cette société, elle est assez fine, enfin, en tout cas, d'une certaine manière, que cette société est en train d'évoluer, donc va essayer de trouver toujours un mari plus adéquat par rapport au temps qui se déroule. Elle va même essayer l'aristocratie européenne, épouser un marquis qui s'avère désargenté et qui la cloître dans un manoir de province. Il y a des scènes là absolument extraordinaires, cette description de cette ambiance, de cette société aristocratique française, pour finalement terminer par épouser un financier émanant du même milieu de départ qu'elle, et là la boucle est bouclée, si vous voulez. Les premiers envahisseurs, ces gens, ces premiers magnats financiers, ces premiers industriels, etc., avaient au départ comme ambition la plus chère de d'assimiler les traditions existantes de cette bonne société, mais petit à petit, ces envahis vont être évincés, et donc le but sera dans un premier temps donc pour les jeunes femmes d'épouser les envahisseurs pour leur nouveau statut, les filles des envahisseurs d'épouser les évincés parce que malgré tout il y a le nom, la classe, la bonne société, etc. Donc c'est un jeu finalement de puissance et d'évolution qui reflète d'une manière extraordinaire l'évolution de cette société de l'époque. Par rapport, les femmes, vous l'aurez compris, jouent un rôle extrêmement important. Comment dire, c'est une œuvre extrêmement paradoxale. C'est une œuvre d'anthropologie sociale. Un personnage particulièrement attachant, c'est dans Les Beaux Mariages, ce personnage de Ralph que je viens d'évoquer, qui à un moment donné, lui, il se rend compte que donc il appartient à cette bonne société, il essaye de se lancer dans les affaires, il se rend compte que tout est en train de changer, et il décrit, là on voit, comment dire, l'intérêt d'Edith pour l'architecture qui reste très grand. Donc c'est Ralph qui parle ainsi, c'est de lui qu'on parle. Je fais une petite description, une petite citation. En montant les marches du perron de son grand-père, Ralph Marvel leva les yeux vers la vieille façade rouge, symétrique, avec ses discrets ornements de marbre, comme il eût regardé un visage ami. Ils ont raison, après tout. Ils ont raison en un sens, murmura-t-il, en tournant sa clé dans la serrure. Il, c'était sa mère, et le vieux monsieur Dagonet, que depuis toujours Ralph assimilait si étroitement à la vieille maison de Washington Square, qu'ils auraient pu passer pour sa conscience profonde, de même qu'elle leur servait d'enveloppe extérieure. Et la question sur laquelle la maison semblait leur donner raison était celle de la désintégration de la société, qui se manifestait dans les toutes différentes physionomies architecturales apparues à l'autre bout de la 5e avenue. En tirant les verrous derrière lui et en pénétrant dans le vestibule avec ses portes d'acajou sombre et le dallage de marbre noir et blanc qui lui donnait un style paisible d'intérieur hollandais, Ralph se dit que ce Popple appelé un autre personnage, appelé entre guillemets le monde, ressemblait aux maisons qu'il habitait. Un fouillis d'ornementation inappropriée sur une mince carcasse d'acier. La carcasse d'acier se construisait à Wall Street. On ajoutait hâtivement la garniture mondaine sur la 5e avenue. Et l'union des deux restait aussi monstrueuse et factice, aussi éloignée de la croissance graduelle, homogène, qui s'épanouit en ce que d'autres pays
nomme haute société que l'assemblage des gargouilles de Blois sur le toit de Peter Van Dongen et des squelettes de murs qui les portaient. C'est vraiment à la fois cette évocation architecturale, c'est toute l'évocation de cette société qui change, cet essai, cette tentative de s'accrocher aux vieux murs, à la vieille ornementation, à la vieille décoration, mais les carcasses deviennent des carcasses d'acier. Et les personnages, pareil, les cœurs se durcissent, même les cœurs des personnages qui semblent les plus vulnérables au départ. Les femmes, je l'ai dit, extrêmement émouvantes pour certaines, notamment Ondine dans le texte que j'ai évoqué un petit peu plus tôt, qui essaye, elle, de ne pas entrer dans ce moule, et elle est amoureuse, elle voudrait épouser quelqu'un d'autre que le type de personnage qui évolue, le type d'homme qui commence à faire de l'argent et elle n'y parvient pas. Je ne dévoile pas la fin du livre, je ne veux pas gâcher votre lecture éventuelle, mais dans le temps de l'innocence, on a là deux personnages de femmes, à la fois la classique May, la jeune fille de bonne famille, qui voit débarquer dans l'univers de son fiancé, de son jeune mari, une dame, la comtesse Hélène Olenska, qui vient d'Europe, divorcée, beaucoup plus libérée, et qui a peur, la famille a peur du scandale que cette jeune dame pourrait créer dans la famille. Donc il y a tout un jeu entre la jeune May, la jeune fille classique, la comtesse Olenska sulfureuse qui débarque, et au milieu de ça, le jeune fiancé puis mari Newland Archer qui passe d'un bord à l'autre, si je puis dire, et qui finalement va se résigner. Donc ça bascule d'un coin à l'autre, d'un bord à l'autre. C'est vraiment l'image de la société. Le mariage, bien entendu, il y a de nombreuses comparaisons entre le mariage en Amérique et le mariage en Europe. Cette idée que les hommes américains, ils croient qu'en gagnant de l'argent, ils offrent à leurs femmes la vie dont elles rêvent, et que dès lors c'est là le bonheur, et il y a comme ça des comparaisons avec la femme européenne ou le mariage à l'européenne qui semble en tout cas plus satisfaisant. Il y a donc ce sont les thèmes principaux de son œuvre que je viens d'évoquer, les romans new-yorkais en particulier, mais souvenez-vous, ces voyages en voiture dans le Massachusetts, ces voyages en voiture, d'où vont naître deux novellas, de courts romans, situés dans ces petits villages perdus dans la Nouvelle-Angleterre. Dans les œuvres new-yorkaises, l'environnement, c'est la ville. Les dîners, les soirées, les salons, etc. La société est déterminante, la société est destructrice. Ici, dans Ethan Frome et dans L'été, c'est l'isolement physique, l'isolement géographique qui vont entraîner l'enfermement psychique des personnages, notamment dans Ethan Frome, le village c'est une cellule austère, c'est vraiment une société, un petit village héritier des traditions de la vieille Angleterre, des puritains de l'Amérique, des puritains fondateurs qui ont construit l'Amérique, mais les valeurs ancestrales vont devenir contre-productives. Chez Ethan, qui refuse de trahir cet héritage, il est bloqué, il s'accroche au sens du devoir, au principe, ce qui va le détruire. Ce sera pareil pour le personnage de Charity dans L'été. Elle est issue de la montagne, qui avant symbolisait vraiment la nature, qui est devenue maintenant un lieu de dégénérescence où vivent vraiment des personnages extrêmement violents. Elle espère s'en sortir en épousant un jeune homme venu de la grande ville et qu'elle est bibliothécaire et qu'elle rencontre à la bibliothèque, et elle espère qu'il va concrétiser tous ses rêves d'amour romantique et d'ascension sociale, son désir de briser son carcan, le carcan qui l'étouffe, mais à la fois c'est l'échec et la résignation.
La nature est un vrai thème ici, ce qui bien entendu à New York n'est pas le cas. Ce sont des textes d'une grande poésie extrêmement émouvants. Voilà, c'est un petit aperçu que je vous ai donné. Maintenant, je ne voudrais pas vous quitter sans évoquer rapidement un recueil de nouvelles, Xingu, intitulé Xingu et autres histoires et Other Stories, autres textes. Xingu est cette novella drôle et méchante. C'est une description féroce d'un groupe de dames bonnes bourgeoises de la Nouvelle-Angleterre qui veulent affirmer la supériorité de leur statut social et culturel en créant un club de lecture. Très sérieux, très suffisant, et le temps d'un déjeuner littéraire, ces 6 femmes de la bonne société essaient de faire bonne figure pour accueillir une écrivaine austère en fait, elle parle souvent de choses qu'elles ne connaissent pas. L'écrivaine elle-même ne semble pas particulièrement cultivée non plus. Cela fait penser à un ouvrage vraiment à lire, c'est de Pierre Bayard, Comment parler des livres qu'on n'a pas lus, publiés il y a quelques années. Et j'ai pensé à cet ouvrage en lisant Xingu. Et donc, c'est extraordinaire de férocité, de réalisme aussi, par certains côtés, et vraiment c'est un bonbon à aciduler, à déguster, et j'espère que vous le lirez et que vous en éprouverez autant de plaisir que moi. C'est vraiment à lire et à relire en fait. C'est tout petit, tout mince, mais c'est absolument délicieux. Voilà, et bien je vous remercie une fois de plus pour votre bonne attention. Voilà.